Politique, comme tous les mardis sur TV Sud, avec vous, Olivier Roiran, on l'a dit, un invité du représentant municipal, conseiller municipal du nouveau parti anticapitaliste, Francis Viguier, pour un petit peu rappeler le contexte politique déjà municipal au niveau montpelliérain pour nos téléspectateurs, histoire de planter le décor. La cartographie un petit peu du conseil municipal de Montpellier, une majorité parti socialiste, une grande majorité parti socialiste, et puis un groupe UMP, puis un groupe composé effectivement d'élus Verts, Europe Écologie, et puis un élu NPA, qui est Francis Viguier. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes dans l'opposition à Montpellier. Alors c'est pas étonnant d'un conseiller municipal NPA d'être dans l'opposition, même socialiste. Par contre, c'est un peu plus étonnant de la part des Verts. Vous avez conclu un pacte, un accord pour être dans le même groupe. Ça tient toujours, même si les Verts, on le sait, sont en négociation pour revenir dans la majorité. Écoute, bien sûr. Écoutez, lors des dernières municipales, nous avions fait une liste avec ce qui est maintenant le NPA et un autre groupe qui est maintenant s'appelle la phase. Nous avons fait 5,7%, les Verts avaient fait un peu plus de 10%. Nous avons fait un accord technique. Il faut savoir que dans ce pays, il n'y a pas de proportionnel, que la seule façon, si on veut être représenté, c'est de pouvoir faire des accords techniques. Pour nous, un accord technique est valable à partir du moment, évidemment, c'est une force de gauche et où il y a liberté de parole et liberté de vote. Technique, c'est sur les dossiers, principalement. C'est sur les dossiers, c'est ce que nous appliquons avec liberté de parole et liberté de vote. Et voilà, et c'est un rattrapage de la proportionnelle vu que dans ce pays, on pousse fortement au bipartisme et pour les partis plus petits, quand on ne veut pas s'allier ou passer sous la coupe des grandes forces, il faut trouver des choses honorables et politiques acceptables pour pouvoir siéger, être élu et faire entendre quand même la voix de ceux et celles qui nous ont élus. Justement, on est le NPA à Montpellier, mais aussi dans la région, toute la région Languedoc-Roussillon. Écoutez, où en est le NPA aujourd'hui? Pour nous, il y a un enjeu majeur qui est quand même la question de la crise économique. Et nous pensons que c'est ce qui détermine tout. Celles et ceux qui croiraient que nous sommes dans une période plan-plan où la présidentielle va se dérouler tranquillement, tout cela est absolument faux. On voit qu'on a un gouvernement qui tape fort, qui nous sort des plans d'austérité. Encore un, effectivement, lundi. Voilà, toutes les 3 semaines, qui continue à taper sur les mêmes, c'est-à-dire les salariés, la population, celles et ceux qui ne sont en rien responsables de la crise. Donc l'enjeu et les accélérations de cette crise économique vont peser. On voit bien aujourd'hui la stratégie de domino qu'il y a autour de nous en Europe. On a commencé par des pays plus petits comme le Portugal, on est passé à la Grèce, puis l'Espagne, maintenant c'est l'Italie. Et tout le monde voit bien qu'après l'Italie, c'est la France qui est dans l'œil du cyclone. Et donc les enjeux sont extrêmement importants pour se défendre, pour arrêter et surtout dire qu'on refuse de payer une crise dont on n'est en rien responsable. Il y a une banalisation, on essaie de nous raconter que nous avons trop dépensé, que nous avons trop fait de choses, c'est absolument faux. Déjà, les salaires sont bloqués depuis des années, et les uns ou les autres, nous vivons comme nous le pouvons, mais c'est pas nous qui dirigeons les grandes banques, c'est pas nous qui dirigeons le gouvernement, c'est pas nous qui dirigeons les grandes entreprises. On voit bien que d'ailleurs, pour eux, que ce soit le CAC 40 ou les grandes banques, les choses vont pas si mal. Alors, c'est quoi ce nouveau mouvement gauche anticapitaliste, courant unitaire pour l'éco-socialisme? C'est une branche du NPA, comment ça s'organise? Écoutez, dans le NPA, il y a un débat important sur comment aujourd'hui on se positionne, on travaille, pas sur l'aspect de la crise, mais un peu sur le profil général et les relations unitaires avec les autres partis, sachant que nous avons tous une question claire qui est la question de l'indépendance par rapport au Parti socialiste. Ça veut dire que nous ne comptons pas aller ni dans un gouvernement, ni dans une majorité avec le Parti socialiste. Il y a un débat et des enjeux extrêmement importants aujourd'hui, parce que la période est difficile, est importante. Et donc, dans le NPA, je pense que comme dans d'autres partis, il y a un courant, dont moi-même d'ailleurs je fais partie, qui s'appelle courant gauche anticapitaliste, qui s'est constitué ce week-end, qui n'a pas pour objectif de scissionner le NPA, mais c'est un groupe de travail. Un groupe de travail, de réflexion, qui veut avancer, des propositions ou autres. Voilà. Alors, vous êtes, je le disais, élu du conseil municipal de Montpellier, élu d'opposition. Vous allez entrer dans une nouvelle mairie en fin de semaine. Alors, sur le coup, il y a beaucoup de chiffres qui circulent, le 120 millions d'euros, jusqu'à 140, voire plus 140 millions d'euros. Est-ce qu'il fallait d'abord faire cette nouvelle mairie, selon vous? Faire cette nouvelle mairie, pour moi, non. C'est-à-dire, je comprends que, telle qu'elle est,
Je comprends qu'on puisse, qu'un bâtiment est vieilli, qu'il ne soit plus fonctionnel, qu'il y ait un certain nombre de problèmes. Je crois que d'ailleurs les personnels qui travaillent à la mairie le reconnaissent. Donc faire une autre mairie, pas de problème. C'est quelque chose qui m'apparaît sensé. Ensuite, c'est faire une mairie prestigieuse, de luxe, qui a quelque chose à voir avec des dépenses de prestige, puisque bon... En gros, c'est quasi 130 millions d'euros, auxquels il faut rajouter quand même 8,5 millions, puisque des bâtiments juste devant la mairie ont été rachetés. C'est quelque chose qui me semble, dans une période que nous connaissons, comme celle que nous connaissons aujourd'hui, quelque chose qui ne correspond pas à la réalité de Montpellier. Je pense qu'il y a d'autres priorités sociales et qu'il y a une partie de cet argent qui peut être utilisée à d'autres choses. Il fallait être plus modeste, c'est ça dans le projet? Voilà, c'est ce que plus modeste. Alors, elle est quand même là. Cette mairie, vous allez y entrer. Il y a le maire de Montpellier aussi qui est attaqué régulièrement depuis cet été sur ses déplacements, notamment à l'étranger. Alors, il y a un certain nombre d'attaques dans la presse, mais il y a aussi Europe Écologie Les Verts qui monte au créneau depuis ce week-end. C'est le secrétaire local du parti qui vient d'envoyer une lettre ouverte au maire de Montpellier. Je vous propose de l'écouter. Je pense que bien évidemment, le maire d'une grande ville comme Montpellier doit se déplacer. Concrètement, ce qu'on lui demande, c'est d'expliquer et une plus grande transparence quant à la finalité de ces voyages. La transparence, c'est d'abord comprendre à quoi ça sert. Est-ce que c'est réellement le maire d'une ville de France qui se déplace et qui va dans cette logique que je rappelle de coopération, de compréhension et de partage d'expérience? Est-ce qu'elle y va accompagner? Est-ce que ça représente des moyens importants? Tout ça, les Montpelliérains sont en droit de le comprendre. C'est pas une entreprise, une ville, c'est quelque chose qui est public. Plus de transparence, c'est ce que réclament les Verts? Vous aussi? Oui, mais je suis intervenu à peu près en disant un certain nombre de choses assez similaires. Je pense qu'il y a des dépenses de prestige dont on peut se passer. C'est pas forcément les déplacements là qui sont Non, en mais cause, j'y reviens. Et ensuite, il y a quand même un problème majeur dans ce conseil municipal où tout le monde sait bien quand même que du côté de la majorité, l'ambiance n'est pas totalement sereine. Les ambitions personnelles minent beaucoup cette majorité. On va le voir dans un instant. Donc, le problème majeur, c'est que nous avons une situation où des questions démocratiques bien réelles se posent. Par exemple, nous avons eu, dans ce conseil municipal, il y a l'agglomération de Montpellier aussi. Tout le monde sait que l'agglomération de Montpellier ne peut pas prendre de décision sans les élus de la ville de Montpellier. Je rappelle que les élus de la ville de Montpellier sont 45 sur 90 à l'agglomération. Je rappelle aussi, parce que la question démocratique est quand même tout à fait importante, que lors de la dernière élection municipale, la liste de la majorité municipale a fait 52%. C'est-à-dire qu'avec 52%, ils ont pris les 100% des 45 élus de la majorité. Sur ce point, il n'y a jamais de débat sur les votes, sur les enjeux des élus de Montpellier dans l'agglomération de Montpellier. Nous avons la même situation là avec les voyages où à aucun moment dans le conseil municipal de Montpellier il est donné les objectifs, il est présenté en quoi cela a un intérêt ou autre. Donc à l'absence de toute transparence et d'intérêt, il est évident que cela ne peut apparaître comme des déplacements quasiment personnels, d'enjeux pour la personne, sa stature ou ainsi de suite. Ce qui n'a rien à voir avec un développement d'une ville, l'utilité sociale, politique de tel et tel voyage. On va revenir sur le maire de Montpellier dans un instant, et notamment à l'occasion de l'anniversaire, le premier anniversaire du décès de Georges Frêche. Il y a eu une commémoration qui a été faite en mairie. Un an après le décès de Georges Frêche, politiquement, quel état des lieux vous dressez, à la fois en local, mais aussi au niveau régional? Que reste-t-il des projets de Georges Frêche, selon vous, en positif et en négatif? Écoutez, déjà, la première chose que je tiens à dire, c'est que pour moi, Georges Frêche n'était pas un homme de gauche. Donc autant le dire clairement. Donc je ne suis pas dans l'admiration béate que certaines et certains ont pour lui. Donc ça va mieux en le disant. C'est la raison pour laquelle votre liste au municipal s'appelait Montpellier vraiment à gauche? Oui, mais ça c'est plus par rapport au Parti Socialiste. C'est une appréciation politique et sur... en gros, on pense que quand même c'est une gauche qui fait plus de l'accompagnement du libéralisme
Et on le voit malheureusement en France, mais si on prend les pays à côté, l'Espagne ou la Grèce, où je rappelle quand même que c'est des partis socialistes qui étaient à la direction de ces pays. Bon, voilà. Qu'est-ce qui reste des projets de Frêche aujourd'hui? Je vais en citer un qui me semble un projet extrêmement malheureux, qui concerne Montpellier, et scandaleux. Par exemple, le projet de faire un port à Port-Marianne, un vrai port, qui me semble une aberration, puisqu'il faudra retravailler l'ensemble du Lez, il faudra faire au moins 2 écluses, un ascenseur à bateau. Cela va coûter encore une fortune pour un prestige ridicule, alors que nous sommes à quelques kilomètres du bord de mer. Et je vois que la région a déjà engagé 35 millions d'euros sur ce projet-là. Donc voilà un type de projet que je ne peux pas soutenir. Sur les projets régionaux, justement, je pense à des mesures qui ont été lancées depuis le décès de Georges Frêche. L'ordi, par exemple, pour les lycéens, le TER à 1 euro qui, pour le moment, en teste sur une partie de la région, le TER, notamment dans le Gard. Le TER à 1 euro me semble une chose positive. La seule chose que nous défendons, nous, à l'échelle de Montpellier, où nous sommes quand même dans la situation caricaturale, où vous pouvez prendre un bus de Lunel à Montpellier pour 1 euro, et vous allez arriver à Montpellier parce que vous pouvez vous déplacer à la fac ou à l'hôpital, et vous allez payer le ticket de tram à 1,40 €. Donc on voit bien que sur la ville de Montpellier, il y a un problème sur la politique tarifaire des transports publics. Alors on va avancer, on va parler des prochaines échéances, notamment les législatives. Alors c'est la bataille des investitures, notamment au Parti socialiste. Et les choses s'accélèrent depuis quelques jours. Une bataille assez sportive entre élus d'un même parti, très unis, vous allez le voir, notamment dans la 2e circonscription de l'Hérault. Reportage. Au Parti socialiste, ils veulent tous la 2e circonscription de l'Hérault. Il faut dire qu'elle englobe une bonne partie de Montpellier, qu'elle est stratégique pour les prétendants à la mairie. Du coup, on compte pour le moment 5, voire 6 prétendants au siège, occupés par le député aubriste André Vézinet. La dernière candidate déclarée, c'est Anne-Yvonne Ledin, vice-présidente de la région, qui ne partira au combat que si le sortant ne se représente pas, ce qui n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Je reste et demeure candidat au jour d'aujourd'hui. Il est clair que je ne peux pas être sourd à l'attente des militants de mon parti qui se sont prononcés sur le non-cumul. Et si demain mon parti imposait la règle du non-cumul et donnait à ce sujet des instructions très précises, eh bien je m'y conformerai. Mais vous savez que dans ces conditions, mon choix ira au Conseil général de l'Hérault. Mais le grand rival d'André Vézinet, c'est lui, Philippe Sorel, soutien de Manuel Valls, puis de François Hollande lors des primaires socialistes. Il est conseiller général et adjoint à la culture à Montpellier. Il est aussi en froid avec le président du Conseil général. Cette 2e circonscription, il se dit prêt à la représenter. J'y suis légitime. Largement légitime, 6 fois élu, 3 fois à la ville et 3 fois au Conseil général sur l'un des plus gros cantons de la circonscription, me donne cette légitimité. 6 élections gagnées sans défaite. Philippe Sorel, il commet une énorme erreur. Il est aujourd'hui le Saint-Sébastien de la politique. Il va prendre toutes les flèches parce que sans avoir consulté qui que ce soit, sans en avoir référé au parti, c'est un comportement, de goujat, et 2, c'est un comportement qui est totalement aberrant. Cela prouve un égocentrisme surdimensionné. Il a une envie furieuse d'être maire de Montpellier. Il a une envie furieuse d'être député. Il a sûrement une envie furieuse d'être président de la région et d'être président du Conseil général. Je pense que M. Sorel serait bien inspiré d'aller voir ce que pensent les gens de la Paillade, du mondain qu'il est, parce qu'il n'y a pas beaucoup de barons de Caravette à la Paillade. Et parmi les autres candidats à la candidature socialiste sur cette 2e circonscription de l'Hérault, il y a Félix Bépaud, ancien directeur de cabinet du maire de Montpellier, mais aussi Charles Coury, qui fut quant à lui chef de cabinet d'Hélène Mandroux. Autre prétendant, l'adjoint à l'urbanisme Michael Delafosse, pas encore déclaré. Et pourquoi pas Hélène Mandroux, elle-même, le maire de Montpellier. Verdict des investitures socialistes pour les législatives. Début décembre, un vote des militants est prévu, mais pas forcément dans l'Hérault. Ici, ce sont les instances nationales du parti qui pourraient trancher. D'ici là, les petites cuisines continuent dans la marmite brûlante du PS héroltais.
Le PS Héroltais, rappelons-le, qui est actuellement en possession de 2 circonscriptions, la 2e et le 5e sur l'ensemble du département. Des élections législatives, rappelons-le, qui sont annoncées pour les dimanches 10 et 17 juin 2012, Olivier. Et une fédération héroltaise toujours sous tutelle, Francis Vizguier, on le voit, les échanges commencent à être très très virulents, et notamment entre Philippe Sorel et puis André Vézina, le président du Conseil général de l'Hérault. Ça vous étonne ? Non, bon, c'est un peu à l'image de ce que je vois dans le conseil municipal de Montpellier, où je dirais, j'ai dit indiqué tout à l'heure que bon, la lutte des places et les ambitions personnelles sont quand même l'aspect majeur, puisque ce qui est le plus attristant pour moi, parce que si je regarde les votes, ils votent tous la même chose. Tous la même chose, et les couteaux sont sur la table, ils s'étripent. Je pense que ce qui intéresse les habitants, ce qui intéresse, d'un point de vue politique, c'est... Est-ce qu'il y a des projets différents ? Que sont-ils ? Quels sont les enjeux ? Et aujourd'hui, comment on se bat contre la crise ? Comment on refuse de la payer ? Comment aujourd'hui on refuse de payer la dette ? Des choses comme ça. Comment on fait des priorités sociales ? Après, les ambitions personnelles, ils les géreront et ils s'arrangeront entre eux. Ça ne vous concerne pas, c'est ça ? Écoutez, moi je ne vois pas en quoi je vais... Le PS choisira sur la 2e circonscription. Je vois que la liste est longue. Je ne sais pas s'ils feront une primaire. Il y en a qui veulent une primaire pour les... Bon, donc, ils décideront entre eux, ils s'arrangeront. Et on le voit, au niveau de l'Hérault, en tout cas, pour ces investitures législatives, normalement, il n'y aura pas de vote, a priori, il n'y aurait pas de vote des militants. Ce sera le Parti socialiste qui tranchera. C'est plus tranquille dans le Gard, Christophe Chaix. Ça a été un peu houleux. Maintenant, cette année, visiblement, les choses sont un petit peu rentrées dans l'ordre. Mais on continuera à suivre... tout cela. Merci en tout cas, Francis Vizguier, d'être venu sur ce plateau. Au revoir, merci. Merci, messieurs, de nous avoir éclairés sur l'actualité héroltaise, notamment la préparation de ce scrutin législatif des 10 et 17 juin 2012. On va observer une courte pause dans ces aléas du direct et puis on reviendra avec l'actualité avec Marlène Mech, mais également avec David, le TV Sud Comedy Club qui va nous mettre à la page TV Sud Comedy Club très cordon bleu ce soir, vous allez vous en rendre compte. Et puis aussi il sera question d'économie avec Sophie Guin qui va nous présenter une toute nouvelle entreprise en ligne. Une page de pub et on revient dessus dans les aléas.